Ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit, Pépо, j'espère que tu feras jamais mécanicien. Eh ben c'est raté maman, désolé, me voilà en train de moisir dans ce foutu garage, dans un fond de vallée des Alpes. Mais pourtant c'est ma passion, et vous allez tout savoir, tout comprendre de ce métier de merde. C'est parti pour regarder cette petite série garageoire et comprendre que vous devrez peut-être jamais faire ce métier de mécanicien moto. L'entretien des hommes avant les machines. La première marque de respect envers soi-même, c'est de prendre soin de soi. Ce qui n'est pas forcément mon cas, je me lave les dents et le sgeg, c'est tout. Le reste, je m'en branle. Les docteurs, j'en ai pas trouvé des compétents. Les pharmaciens, c'est pareil. Ils te prennent tous 30 balles et puis ils disent va t'as qu'à aller voir l'autre qui va te prendre 40 balles ou 50 balles ou 100 balles. Bon, on attaque une semaine compliquée là, émotionnellement. Et au niveau du planning, putain, je rame à l'envers. La semaine dernière il neigeait, ce matin il fait moins 100. Les clients ils viennent pas trop chercher leur moto, ben, je les comprends parce que ça caille, ça neige, ça pleut. Et puis on a des dossiers de merde à gérer. Putain, et surtout on a un gros dossier de merde, un gros dossier de merde qui nous tombe sur la gueule. Voilà. C'est pas avec mon petit Opinel que je vais régler ça. Der beau garçon ist ein salopard. Ein großer salopard. Comment dire, commencer une semaine dans cet état psychologique qui d'habitude m'amène plutôt à coller des grosses baffes aux ingrats, c'est pas la meilleure des choses. J'ai passé une mauvaise nuit, ça fait plusieurs jours que je tourne en rond, comme un loup dans sa cage, plutôt comme un ours, pardon, parce que les loups c'est pas moi c'est plutôt les ours, les Kodiaks, les petits ours bruns, voilà. Alors voilà, je suis allé à la poste la semaine dernière. Ma brigade n'est pas ouverte, c'est bon. Je suis allé à la poste récupérer mes 2 recommandés. Brigade financière, première brigade financière de Savoie. Rendez-vous pris, du coup j'ai vu le mec, l'inspecteur hier qui s'est pointé au garage, donc on avait rendez-vous. En fait, l'histoire c'est la suivante, c'est que je me prends un contrôle fiscal de TVA suite à une erreur administrative. Donc une erreur de numéro de TVA intracommunautaire. Alors c'est très con, c'est que en 2024, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé un peu avant en 2021, j'ai ouvert le garage, j'ai fait une petite période en auto-entreprise histoire de tester. Et en 2024, j'ai dit bon bah c'est bon, j'en ai marre de la précarité et tout, je me mets en conformité, je me mets en SARL, comptable, expert comptable, etc. Je savais que je gagnerais pas plus ma vie, voire moins, mais je savais que je serais potentiellement moins emmerdé. Et pif paf, je fais les démarches, donc le comptable crée la boîte, tout se passe bien, ça part bien. Puis elle me dit voilà, il faut fermer l'auto-entreprise, chose que je fais, donc je la ferme du côté de l'URSSAF et je vais sur le site de l'INPI. Et à l'époque, en 2024, je tombais un peu des nues devant la difficulté de l'opération. Je pense que j'ai passé 15 jours à essayer d'accéder à cette démarche entre le site qui buguait, les formalités qui n'arrivaient pas au bout, d'un coup ça faisait des erreurs 404, des choses comme ça, des pages web blanches, et surtout impossible de signer cette formalité. Pourquoi ? Parce que pour la signer, il fallait un compte France Connect Plus, donc c'est pas un compte France Connect normal, avec une carte d'identité nouveau format, chose que je n'avais pas, donc c'est la toute dernière carte d'identité en format carte bleue avec la puce, pour aller s'authentifier, etc. Donc il fallait que je change de carte d'identité et tout, donc je les ai appelés à ce moment-là. Et ils m'ont dit téléchargez les documents, signez-les et vous les apportez, on va dire manuellement au centre des formalités des entreprises, au CFE.
Donc du coup, après, j'ai passé beaucoup de temps sur cette formalité. Je me suis un peu perdu dans ce monde de merde, d'administration qui fonctionne pas. Et j'étais en plein changement dans ma SARL, je me suis mis à bosser et ça m'est sorti de la tête. Pour moi, c'était fermé du côté de l'URSSAF, il est interdit d'avoir une SARL et une auto-entreprise. Je me suis dit, bon, j'y pensais plus, quoi. Sauf que l'entreprise, elle était contextuellement, au niveau administrativement, pas fermée. Donc, j'avais un numéro de TVA intracommunautaire qui permet de commander des pièces hors France, associé à cette raison sociale d'auto-entreprise. Moi, j'ai continué mon année donc, dans la SARL, sauf que tous mes fournisseurs qui sont à l'étranger, donc Hollande, Allemagne, Belgique, ils ont continué de m'envoyer les pièces sous cet ancien numéro de TVA. Ce qui a déclenché une anomalie comptable au niveau des impôts et ce qui aujourd'hui en fait me provoque un contrôle. Alors là, est-ce que vous connaissez des auto-entrepreneurs? Vous en connaissez sûrement, mais dont la comptabilité est limpide. Déjà, première question, c'est que les mecs ils vont absorber toutes mes données de l'époque. Alors je suis resté qu'un an et demi en auto-entreprise à l'époque. Mais je sais déjà qu'il y aura des coquilles et qu'il y aura des irrégularités parce que quand tu commences, t'es à fond, t'es pas forcément très vigilant sur certains détails, voilà. Alors le pire, c'est que tout ça n'impacte pas la formalité la formalité n'est pas, on va dire, incriminante sur la boutique actuelle, sur la SARL. Par contre, ils peuvent me redresser sur toutes les pièces que j'ai commandées pendant que le numéro de TVA courait, donc c'est-à-dire jusqu'à avant-hier. Ça représente un peu plus de 45 000 balles de volume de commande. Et ils peuvent me redresser éventuellement sur les comptes donc, que j'avais en auto-entreprise à l'époque, où évidemment j'ai dépassé les plafonds. Et ça, j'avais prévenu l'URSSAF, mais le temps de faire les formalités et tout, voilà. Donc deux options. Soit ils font preuve de mensuétude, j'ai entendu ça ce matin à la radio. C'est plutôt pas mal, mensuétude. Soit ils se disent, on va l'enculer. Alors à savoir que moi j'ai rien, j'ai touché 7000 € sur ma boîte de salaire l'an dernier, en bossant comme un taré, en sortant 200 000 € de chiffre d'affaires. Bien sûr, j'ai embauché des gens, donc cette année je n'embauche personne. Et je n'ai rien, j'ai même pas à la maison, elle est à mon nom de ma femme, enfin bon, même mon chien n'est pas à mon nom, même ma voiture. Donc en fait, soit je deviens un SDF et puis on continuera à faire des vidéos dans la rue, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je commence ma semaine. Potentiellement, j'ai un rendez-vous d'ici mi-avril, donc pour savoir où je vais avec le contrôleur. Potentiellement, je risque de tout perdre. Alors en fait, on pourrait se dire ouais, c'est des enculés et tout, machin. En fait, ils font leur boulot, comme me dit le contrôleur fiscal. De toute façon, on va pas se plaindre de l'administration fiscale, on la cautionne en acceptant de payer la TVA et de rincer nos politicards dans tous les sens. Moi, passé une époque, j'étais vraiment engagé sur le format, je vote, je suis un bon citoyen. Maintenant, j'avoue que depuis plusieurs années, j'en ai plus rien à foutre. À savoir que ma femme bosse dans l'assistance publique d'une certaine manière et que elle voit, elle a vu parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais des centaines et des centaines de milliers d'euros s'évaporer pour des gens qui veulent absolument devenir rien, qui n'ont même pas forcément besoin d'aide, mais qui cautionnent ce fait de ponctionner à chaque fois la valeur sociale pour vivre eux-mêmes. Voilà, donc moi je la paye, cette valeur sociale, en faisant des cotisations énormes, en donnant plus de la moitié de ce que je gagne à l'État. En fait, j'ai vraiment rien contre ces gens-là, ils font leur job, il y a une anomalie, voilà. C'était à moi d'être carré, quoi. J'ai pas été forcément carré, il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit. En fait, si j'avais passé une semaine de plus sur le site de l'INPI, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 15 jours et 2 ramettes de papier à essayer de fermer cette putain de raison sociale à l'époque, si j'avais passé 3 semaines, j'aurais peut-être réussi à fermer cette raison sociale. Et du coup, en fait, j'attends.
J'attends, on verra ce qui va se passer. Potentiellement, je me dis, voilà, si la vie, elle m'envoie ce signal, qu'elle me dit, bah va te faire enculer, Pépо, construis-toi une maison dans les arbres, et puis mange du bambou, voilà, c'est qu'il en sera ainsi, et ça servira à rien de s'acharner sur son sort. Mais ça fait depuis 1993 que je suis dans ce job. Je l'ai tenu à plusieurs reprises. On s'est fait cambrioler dans un ancien garage où j'étais, pistolet sur la tête. Je suis tombé malade, je suis mort plusieurs fois. J'ai subi des nuits acharnées de travail, des journées acharnées de travail, des échéances intenables. Tout ça, en fait, c'est ce que nous, on construit dans notre propre système. Il n'y a pas en vouloir à qui que ce soit. Quand vous mettez dans ce genre de situation, c'est vous qui avez choisi la situation. C'est nous qui créons, en fait, nos échéances, qui créons nos situations. Ça sert à rien de sortir le poing en l'air, de protester. En fait, mec, si t'en es là, c'est de ta faute, quoi. C'est tout. Ferme ta gueule. Donc, moi, là, j'explique juste le contexte. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Et si demain, on me dit, tu dois 50 000 euros, ok. J'accepterai aucun chèque de personne. J'ai trop capitalisé sur mes amis qui sont de vrais amis. Même si j'ai un pote qui est millionnaire, qui se pointe, qui me dit, attends Pépo, je vais te payer ta dette. Non, en fait, non. Non. Toi, t'es mon pote. Reste mon pote. Voilà, moi je me démerde avec mes emmerdes, je les assume. Tu vois, dans la valeur amicale, il faut toujours recontextualiser. Arrêter de prendre une patate pour un poireau et un chien pour un chat. Ton ami, c'est ton ami. Ton ami, même s'il a des thunes, en fait, garde tes thunes, fais ce que tu veux avec, c'est tes thunes. Tu vois, c'est toxique, ça. Tu dois pas mélanger l'argent et les amis. Bon, du coup, sur la dernière vidéo, épisode 5, on est à la moitié de la saison. On a décidé, avec moi et moi-même, de se cantonner à 10 épisodes. Ça représente beaucoup de taf de sortir ces épisodes. Alors déjà, on a Stéphane qui fait la prise de vue, donc qui se monopolise avec son temps. C'est déjà très gentil. C'est fort louable de sa part. On a vu tous les remerciements que vous lui avez fait. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur pour lui, Stéphane. Franchement. Merci beaucoup à tous. Voilà, il a tellement pris plein la gueule, ce mec. Et voilà, un peu de justice, un peu de justesse. On a noté que tous les commentaires depuis un certain temps, depuis d'ailleurs un petit moment, mais là encore plus sur la dernière vidéo, franchement, c'est super. Sympa, c'est super amical, c'est bienveillant et tout, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on continue cette chaîne, qu'on fait ces épisodes. Il y a tout un petit microsystème autour de cette chaîne dans les abonnés où les gens sont chouettes. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, ça passe son temps à se déchirer entre un C15 et un électeur RN, un électeur LFI, un complotiste comme toi Stéphane. Voilà. Ah bon? Et du coup, voilà, on a dit que cette série, sur cette saison, elle ferait 10 épisodes. T'arrêtes plus de mettre de l'huile, alors t'as tout quoi à faire sur cette machine? Je mets de l'huile, parce que dans la vie, oui, faut que ça glisse. Voilà. Non, alors ça c'est une cliente, c'est Evelyne que vous avez vu dans l'épisode 4 où on l'aide à se dessaper, qui est arrivée sous la pluie. Evelyne qui a un certain âge, une femme qui s'est bagarrée toute sa vie, qui a un certain âge, qui fait partie d'un club de moto local et tous les ans elle fait un gros voyage. Quand les mecs me disent je peux plus faire de moto à 70 ans, je dis écoutez les gars, il y en a à 78 ans, ils sont encore le cul sur la bécane et ils partent à l'autre bout de la France, voire de l'Europe. Et du coup, Evelyne, tous les ans, elle confie sa moto pour qu'elle soit en parfait état. Donc du coup, pour son voyage en Sardaigne, en l'occurrence, là, elle part à la fin de la semaine. Donc j'ai changé la courroie parce que la courroie, elle a plus de 10 ans. Paf, courroie de BM, 400 €. Voilà. Ah ouais, là j'ai vu la petite fissure. Donc du coup, on voit que la courroie, là, elle est bien craquelée sur le dessus. Elle a 10 piges quoi.
Donc voilà, ça c'est ce que veut Evelyne. Elle dit moi, je veux pas être emmerdé. Voilà, donc du coup, Peppo il fait en sorte que Evelyne elle soit pas emmerdée. Donc je vérifie tout. Sur les F800, il y a une faiblesse sur les roulements de roues. Alors ça fait 2 heures que je vérifie mon niveau d'huile. Mais bon, moi j'aime bien quand les niveaux d'huile ils sont bien ajustés. Donc je vais lui vérifier les roulements de roue, je vais déposer la jante avant, faire une vérif de l'état des roulements, les changer en préventif si nécessaire. Je vais vérifier aussi le potentiel de la batterie. Parce que comme c'est une moto qui roule quand même assez peu, il est possible que éventuellement ça puisse déconner de ce niveau-là. Parce que ça c'est une version GT, donc qui a beaucoup plus d'électronique embarquée, etc. Mais sur cette moto, on n'a jamais de problème. Toutes les F800 que j'ai, jamais de soucis. Bon, du coup, je crois que j'ai mis trop d'huile à force de parler. Il va falloir que j'en enlève un peu. Attention à ma peinture. Peppo, t'as pas de casque, Et puis tu cales. Je cale. Bon, on a une position un peu déconcertante. La position, on a l'impression d'être genre sur un petit fauteuil d'handicapé pour aller pour aller chez le proctologue. C'est comme ça, là. On dirait que tu as l'impression d'avoir une coloscopie. T'es prêt, t'es en position. Voilà, jour 2 de la semaine qui est en fait le jeudi. Alors tout le monde m'a dit oui, ne force pas ton rire, mais les gars, en fait c'est mon rire naturel, allez vous faire enculer. C'est-à-dire que quand on est comme moi, un personnage, comment on dit, quand t'as 50 personnages dans la tête. Multiple. Non. Schizophrène. Non. Il y a, tu sais, tu changes de... Bref. Bon. On a un trou de mémoire, c'est le matin, c'est tôt. Il est trop tôt. J'ai mangé mon jambon beurre, il a bu son café, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier? Bon, ça c'est Jean-Paul, c'est un petit vieux. Non, pardon. Une personne d'un certain âge, voilà, du 3e âge. Il a cette moto depuis des lustres. Et il y tient, mon pauvre, tu peux pas savoir comment il tient à son 800 VFR. Il s'est gaufré, Jean-Paul, l'an dernier. Il s'est pris une vôtre. Voilà, alors du coup, bon, à 800 VFR, pour un expert en assurance, ça vaut pas grand-chose. Et moi, je voyais que Jean-Paul, il avait quand même la larmichette. Oui, mais Peppo, tu vas jamais t'en sortir si tu fais comme ça. Eh ben oui, je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Jean-Paul, il avait la larmichette. Alors du coup, j'ai dit à l'expert, écoutez, on répare avec des pièces d'occasion. De toute façon, il n'y a rien qui existe en neuf. La moto, elle est de 2000. Et voilà, alors, j'ai arrêté avec les carrossiers. C'est mort, les carrossiers, allez vous faire foutre. Les carrossiers, c'est comme les mécaniciens moto. À un moment, il y a des gens qui sont capables de s'en passer. Les mécaniciens, allez vous faire foutre. Les carrossiers, allez vous faire foutre. Voilà. Moi, maintenant, je gère toutes mes carrosseries tout seul. Comme un chitaro, comme un gitan au soleil. Un grand coup de soleil et un grand coup de lampe de salon qui chauffe bien à 500 watts. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? La carrosserie, elle était bien pétée, elle était bien défoncée. Elle était fendue sur tout le côté, là. Oh, j'ai mis un bout de jambon beurre sur la carrosserie. Et là, c'était complètement déchiré. On a un petit bout de carénage là qui traîne. Il est où le carénage? Enculé! Il est là. Salaud! Tiens, Voilà. mets-la à côté. Je verrai la différence. Voilà. Voilà. Voilà la chute à Jean-Paul. Jean-Paul, il n'a pas fait semblant. Ça, c'était avant. Il a fait semblant. Bon. Et Allez. là, c'est après. Respect à ce carénage. Donc du coup, j'ai trouvé un carénage sur Baboon en Hollande. Les enculés. Et ouais. Pourquoi? Parce que j'ai payé 100 € de livraison parce que j'étais en retard. Je l'ai eu 6 jours après.
Non, mais précise, c'était pour avoir en 24 heures. Voilà, c'est pour avoir en 24 heures. 24 heures qui ont duré 6 jours. Voilà, j'étais fou. Bref. Alors là, carénage noir que j'ai commandé, on a réparé la tête de fourche avec des agrafes, de la colle, mastiqué avec du mastic souple, fibré, patati patata. Un après-garnissant, 2 après-garnissants, un beau coup de ponçage, une base mat, un vernis teinté, une encre. Parce que c'est le Blue Pacific Honda. Et tout ça, seulement avec ma bite. Et du coup, finalement, ça rend bien. Elle est jolie, cette Voilà, machine. l'expert a dit, il y a 1500 € de forfait de réparation, vous vous débrouillez. On s'est démerdé. Alors, je suis perdant. Ça vous aurait étonné, n'est-ce pas? Je suis perdant. Mais putain, Jean-Paul, à son âge, en fait, j'avais pas le cœur de faire partir sa moto à l'épaviste, quoi. Voilà. Jean-Paul, petit grand-père local, là, il méritait pas, bref. Du coup, voilà, là, on va la finir, on va mettre 2 clignotants d'origine, 2 rétros d'origine, et finalement, il y a quelques petites variantes de ton, parce que bah, c'est vieux, c'est neuf, voilà, c'est normal. Mais avec un bon coup d'UV, dans les Alpes, on a des bons UV, ça a poncé la peinture. Bah finalement, je suis content. Voilà, j'ai réalisé cette peinture par moins 2 degrés sous la neige en l'accrochant à ma ventilation. À grand coup de, si, on le voit. à grand coup de lampe, de lampe de salon là qui réchauffe. Tu vois. Je m'étais tout organisé. Bah final, tu vois. Au final, c'est bon. Je lui ai fait prendre le soleil pendant 2 jours. Ça a bien durci. Bah je suis bien content. Mon petit Jean-Paul, il devrait être content normalement. Qui m'appelle encore, putain. Ouais. Salut Pépon. Salut Pépon, ça va? Non, je suis à la boîte à outils et ma batterie elle veut pas repartir, donc je peux pas démarrer pour repartir. Ta batterie de quoi? Du street. Ah ouais. Et du coup, bah, j'ai bien un booster, mais il est à l'atelier. J'ai bien un chargeur, mais il est à l'atelier. Donc je l'appelle dans la merde. D'accord, je vais regarder si j'ai mon booster. Je suis pas sûr de l'avoir, je te rappelle. Ouais. Bon, on a vu le client. Jean-Paul est content. Ça c'est cool. On a réparé avec les moyens du bord, avec le budget qui était alloué. Bon, ça a mis du temps. Mais comme je dis toujours, si vous laissez le temps aux gens de bien faire les choses, encore faut-il qu'ils aient la volonté de bien vouloir les faire correctement, vous serez rarement déçus. On avait dit que dans les épisodes garageoirs, ça allait monter crescendo, c'est-à-dire que là, ma charge de travail commence à s'amplifier. D'ailleurs, on va parler des dossiers moisis qui sont dans le garage, les dossiers de merde. Les dossiers qui sont là depuis trop longtemps. N'est-ce pas, Fabrice Roure? Putain, lui, sa femme, un jour, elle va arriver, elle va débarquer, c'est une Sicilienne, elle va arriver avec son plat de cannelloni, elle va me dire, tu répares la moto, sinon tu n'auras pas de cannelloni. T'inquiète pas que la moto sera réparée en 10 minutes. Quand j'ai quelques Harley, elles sont là depuis 1 an. Des KTM aussi. C'est normal d'avoir des dossiers pourris dans des garages. Il y a des motos, ça fait 1 an que je cherche la panne, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas non plus tout le temps, hein, donc je fais un peu du bénévolat sur ce coup-là. Encore, Fabrice va... non, comment il s'appelle? Francis, Voilà. Francis va encore dire, ah non, mais je vais t'expliquer comment faut faire. Bah oui, Francis, bah viens en stage, explique-moi. Voilà. Du coup, on va faire de plus en plus de dossiers, là, ça va commencer à débiter un peu. Donc sur ce Fat Boy 2014, on a commencé par faire un stage 1. Le mec n'était pas plus enjoué que ça. On a retravaillé le stage 1 sur la carto, ça commençait à aller mieux, mais il n'était pas plus enjoué que ça. On a mis des arbres à cam, donc ça commençait à beaucoup mieux causer. Des cams spécifiques montagne qui ouvrent bien, SNS, mais pas de distri par pignon. Et là, on lui pose une ligne, 2 en 1. Paf, les gaz ils vont sortir, on fait motherfucker comme ça, et du coup ça va pouvoir permettre d'optimiser encore la carto à nouveau. Donc là, il a des échappements Remus homologués qui sont catalysés, donc ça nous bridait pas mal sur l'optimisation de la cartographie. Lui, c'est un mineur, il fait des trous dans le sol, la dynamite, il prend les cailloux, il leur fait comme ça. Il prend la montagne, il les fait comme ça. Alors du coup, là, voilà, on va lui mettre son pot.
J'ai réussi à lui... Bon, il a un peu une moto de princesse hein, quand même, un peu du chrome et tout. J'ai réussi à lui fourguer un pot de cow-boy. On va démonter ça. Moi, j'aime pas les pots chromés. ça va trancher net. On va démonter ce bazar et puis on va lui monter son échappement motherfucker. Alors le Fat Boy 2007 et après, c'est la Harley où faire le pneu c'est le plus chiant. Du coup parce qu'il faut démonter les silencieux. Tu peux pas monter l'axe dans l'autre sens parce que sinon ça frotte. Et l'étrier est juste là derrière. Et c'est vrai que quand je bossais chez Harley, on avait embauché un saisonnier qui se débrouillait bien en mécanique. Et puis, je commençais à prendre confiance en lui et tout. Je l'avais mis sur le changement d'un pneu arrière. Je lui avais dit, bah, dépose-moi la roue, prends le temps qu'il faut, tu démontes la roue. C'est la seule fois où j'ai vu un mec prendre ses outils, tu vois, et les jeter comme ça et hurler avec les mains en sang, quoi. Le mec, il comprenait pas comment ça marchait. C'est anti-mécanique, en fait. Les écrous, ils sont là derrière, penché derrière une paroi comme ça à 45 degrés et en haut et en bas, donc tu dois aller démonter très malicieusement tes petits écrous pour sortir les silencieux. L'enfer. Moi j'ai l'habitude, mais je mets quand même une bonne heure pour faire un pneu sur un Fat Boy, donc ça commence à faire. C'est pour ça que quand vous changez les pneus arrière sur les Harley, ça va, mais si vous avez un Fat Boy, prévoyez que ça va coûter plus cher quand même. Et là, il faut rester calme, là. Bassani, ça commence bien. Moi qui aime pas faire du bruit, je vais être servi. Celui-là, il va être rock'n'roll. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah, ça va changer, hein. Ça va lui changer la vie un peu au bonhomme. Ambiance, on avait dit ambiance no chrome. Pas de peinture, pas de chrome. Bon, ben, on va ouvrir ça. Comme on a dit, le rock'n'roll, c'est pas avec vos Thermomix. C'est avec du métal, du vrai. Ça, c'est rock'n'roll. Mais là, c'est un client un peu particulier, quoi. On peut pas trop lui refuser. Psychologiquement, ce mec-là, il pouvait pas continuer à rouler avec une moto d'origine. Regarde cette beauté, mon copain. Waouh. C'est une beauté, ça. Ah, celui-là est magnifique. Ça me rappelle les 2 en 1 Super Trap qu'on a monté pendant un petit moment sur les Sportsters. Ça faisait marcher les motos avec une bonne carto. De toute façon, il n'y a pas à chier. Sur un V-Twin, sur un moteur Harley, il faut de la compression. Et avec un 2 en 1 comme ça, au niveau des pressions, des échappements, on est vraiment pas mal. Ça bourrine, quoi, ça bourrine. Et voilà. J'ai plus qu'à installer cette petite beauté. Il me plaît beaucoup. Franchement, là, Putain, ça, c'est bien qu'on ait ce genre d'échappement comme ça. Regarde la sortie. Non, mais celle-là,
Ça, cette sortie, elle est prête à déboîter des culs. Voilà, ces Italiens, encore une fois, après la fourche Bitubo, échappement Bassani, ils savent travailler, quoi. Je sais pas si Bassani c'est italien ou américain, mais en tout cas, comme ça sonnerie, on va dire que c'est italien. Ça sera des immigrés américains, au pire, qui seront allés en Amérique. Putain, je sais plus parler, bref, on s'en bat la rate. C'est beau, hein? Regarde-moi ça. Là, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir, ça. Ça va nous faire plaisir. Ah. Regarde. Ça a quand même une autre allure, là. Ah ouais. Bah, c'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. Regarde. Allez, cet après-midi, on monte ça. Là, j'ai fait une petite sieste entre midi et 2. J'ai rêvé de mon contrôleur fiscal qui m'a envoyé un petit mail tout à l'heure en me demandant mes pièces comptables de mon époque auto-entreprise 2023-2024. Je sens que ça va mal finir pour ma pomme. Épisode Garageoire 10 au cœur de Fleury-Mérogis avec des articles dans le Dauphiné partout. Le garagiste savoyard de moto détournait l'argent de son entreprise pour s'acheter des plats de cannelloni. Il emmenait la momone à la boulangerie pour acheter des pâtisseries italiennes. Redressé sur 2 ans, son contrôleur fiscal l'envoya en détention pour 6 mois. Jamais il ne remangea de cannelloni de toute sa vie. Waouh. Qu'est-ce qui tue? Peut-être enlever la mousse, sinon... Ah ouais, non, c'est mieux sans la mousse quand même. Je pense que ça va sonner quand même. Je suis impatient de l'entendre. Ça va faire du bruit, à mon avis. Tu vois le diamètre de sortie, tu fais... De toute façon, c'est ce que voulait le gars, faire du bruit. Donc, de toute façon, il sera content que ça fasse du boucan. Le petit salaud. Un Peppo, là je vois un superbe échappement en inox. Différence entre un inox et un titane? Bah, c'est la résonance, quoi, déjà. Ça fait pas le même bruit, déjà. Et après, le titane, c'est un échappement qui va avoir un niveau, au niveau résistance à la température, dilatation tellement élevé qu'il va garantir des performances homogènes sur quasiment tout le spectre de la montée en température. Il va falloir qu'il chauffe énormément pour arriver à rentrer dans une problématique de performance, quoi. L'inox, il a quand même un point de déformation assez bas, mine de rien. Parce que là, bon, un pot comme ça peut monter à 180 degrés par là, 200 degrés. En sortie de collecteur, je dirais 250, 280. Quand c'est bien réglé. Voilà, si c'est pas trop pauvre. Mais par contre, c'est vrai qu'il va vite rentrer dans une phase de déformation où il peut s'allonger. Voilà. On n'a rien à branler parce qu'on parle d'un tracteur. Donc par contre, si on parle d'un 4 cylindres de compète, qui est réglé pour la compète, c'est vrai que s'il est très finement réglé, là on va dire ok, ça va changer de quelques dixièmes par-ci, dixièmes par-là, ça modifie la courbe de puissance. Donc quand on fait des chronos qui sont au centième, quoi, c'est ça, en Grand Prix ils font des chronos au centième. Ouais. Voilà, en fait, quelques dixièmes dans ton pot d'échappement de changement de valeur, ça change la performance de la machine, quoi. Donc, c'est ça la différence. Mais j'adore travailler le titane, je trouve que c'est un métal, on dirait qu'il vient de la planète Oxo. Voilà, métal de la soupe au chou, quoi. En quoi tu crois qu'elle s'est faite, la soucoupe volante?
bah, serait faite en titane justement, voilà, parce qu'il résisterait énormément dans la rentrée dans l'atmosphère au frottement. Quoique j'en suis même pas sûr, hein. Sur les fusées ça doit monter à je sais pas combien de millions de degrés, comme ma bite quand j'avais 18 ans. Alors, voyons voir. J'aime pas les motos de piste. Bon là ça y est, on va rentrer sur un truc que vous avez réclamé, c'est la révision d'une chignole comme ça, d'une Moto Guzzi. Bon à chaque fois ça reste une mécanique assez simple, surtout la série V9, moteur 850 qui est quand même très rustique, pour une fois qui est accessible, qui est plutôt facile à entretenir. Et c'est vrai que sur ces Moto Guzzi, on a quand même assez peu de panne, déjà parce que les gens s'en servent peu. Et après, il y a quand même des trucs où ils se sont pas fait chier quoi. L'assemblage de la roue arrière, je le trouve un peu apocalyptique avec leur système de cylindre en bloc à la con et tout. Mais dans l'ensemble, ils ont quand même allégé la technicité de la moto. Il y a de la place, c'est quand même aéré. Là sur le coup, au niveau du moteur, tu peux faire ce que tu veux, tout est accessible. C'est presque mieux qu'une Harley quoi. Voilà. Elle te plaît cette bécane, elle te plaît cette bécane. Ouais, c'est quoi, j'étais en train de me dire, putain, je vais peut-être mettre le sac plutôt sur l'autre. En fait, l'autre, la boîte, elle supporterait pas. Ah ouais. Mais vends-le l'autre. Revends-le l'autre Sportster. Franchement, moi je serais toi, on le répare, tu le revends. T'as plus besoin d'un. Maintenant que t'as un vrai Sportster d'homme, t'as plus besoin de cette chignole, franchement, c'est. Bah ouais. Ça va encore un peu de tout. Ça pourrait te faire du bien. Hein. C'est sûr. Voilà. À un moment, on garde pas 5 Sportster à la maison. On est deux. Ouais, non mais. Quand t'as connu le vrai Sportster, tu peux pas avoir un Sportster récent. Ça n'a aucun sens. Tu vois le plaisir que t'as à conduire le vrai moteur authentique à carbu. Le moteur du Sportster, il met des baffes quoi, il te... Moi je suis dans les règles, j'ai des rétros. On n'y voit rien du tout. Mais c'est joli. Ouais, ça te va bien. Non mais ça va bien. Non, cette bécane te va très bien. Ça va trop bien. Elle te va bien. Tu vois. Ah, je suis content que tu dises pas. Oh non, je vends pas ma moto. Tu vois, l'autre Sportster, on le remonte, on refait cette boîte de merde qui recassera dans le même kilométrage de toute façon. Et
t'en débarrasses. Qu'est-ce qui compte sur les révisions de Moto Guzzi, c'est déjà d'utiliser des pièces Moto Guzzi. Moi, sur les motos italiennes, de manière générale, pièce Ducati, c'est Ducati, pièce Moto Guzzi, c'est Moto Guzzi. Là, on a pris... Pas d'adaptable. Pas d'adaptable, je m'amuse pas à ça. J'ai un principe qui est que pour toute moto exotique, comme pour une femme exotique, c'est le même principe. Aussi simple soit-elle, on doit utiliser les composants d'origine. Ça, c'est incontournable. Il faut vraiment pas rigoler avec ça, parce que tu vas vouloir gagner 1,95€ sur un filtre à huile. Et je veux dire, là, tu prends le filtre à huile Moto Guzzi, je suis désolé. On voit que c'est quand même fait pour, quoi, tu vois. Il est estampillé par la marque, c'est Made in Italy, voilà. Quand tu fais des spaghettis, quand tu mets du pesto, tu mets pas du pesto de Lidl, tu mets du pesto que t'as écrasé avec tes pieds comme ça, que tu des baffes dans la gueule au pesto. Le pesto, il a vécu, voilà. Le filtre à huile, c'est pareil. Là, le mec, il a fait Madre mia, la prima meccanica del mondo, comme ça, les meilleures parts, tu vois, comme ça. Il a dit, ça, c'est mon filtre à huile Moto Guzzi, la Mandello dell'Ario, comme ça, va, la table, j'en veux pas, paf. Donc c'est vrai que ces moteurs-là, ils ont quand même, malgré leur modernité apparente, une conception mécanique très ancienne. On est quand même plus proche du motoculteur des années 70 que de la japonaise dernière génération. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, voilà. On veut de la simplicité, regarde, là. Tu démontes le corps d'injection, tu démontes le pot, hop, au bord de la route, tu sors ta culasse, c'est quand même une moto récente, c'est une des rares bécanes où en 15 minutes, tu peux tomber la culasse, quoi. Bon, c'est pas tous les dimanches qu'on tombe sa culasse sur le bord de la route lors d'un pique-nique dominical, mais je veux dire, bon là, on voit que la moto elle a pas souffert. Regarde la gueule de l'huile. Bah, elle est neuve cette machine. Voilà, on est sur un gros service. Lui, il entretient vraiment sa moto. Lui, il est vraiment chaud sur l'entretien. J'apprécie les gens qui assument l'entretien de leur machine et qui font attention. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, du coup, gros service. Bah, moi, je cherche pas à comprendre. Les préconisations, je m'en fous parce que je fais toutes les vidanges. Voilà. Tous les gros services, c'est bien quand même de respecter cet intervalle. Ça fait de la limaille, ces motos-là. Ça broie un peu du métal. Il faut drainer les huiles drainée, du coup mécanique en bonne santé, hein. Ça c'est comme le vin blanc du dimanche au bar. Si tu vas pas régulièrement te réhydrater avec le petit vin blanc local au PMU du village, et ben après tu déprimes, voilà. Ben là c'est pareil pour les Moto Guzzi. Il faut lui donner du liquide, il faut lui donner de la boisson, faut que ça draine, tu vois. Allez, je te remets un petit coup là, je te remplis un petit litron par là. Bah ouais, bah c'est des motos de bons vivants. Les motos de bons vivants, elles vont avec les bons vivants, voilà. Ça va de pair, c'est pas comme les mecs qui roulent en ZX 636 là sur circuit. Oh, j'ai un petit problème d'hydraulique, augmente-moi d'un petit dixième de tour, moi prétention hydraulique de t'es mort là dans ta fourche. Donc voilà, on va lui faire son petit jeu soupape. Ça fait plus d'une semaine qu'elle refroidit au garage, donc je pense qu'elle est à température. Voilà. Petite vérification de bougie, bon bah comme d'habitude sur les Moto Guzzi, ça peut sucer un peu d'huile, mais comme elle tourne avec de l'huile souvent trop fluide, ce qui est le cas ici, on constate toujours quand même des bougies qui sont pas... Je l'ai pas. C'est quand même un petit peu huileux, quoi. Voilà, c'est le problème de mettre de la 1040 dans des moteurs qui ont 1 cm de dilatation à chaud. Ça, je suis pas du tout d'accord. Avec des poussoirs hydrauliques, etc. Très mauvaise idée. Voilà, c'est comme sur les V85. J'ai vu quoi, un Parisien là l'autre fois, l'été dernier, qui avait fait je sais pas combien de milliers de kilomètres. Putain, il avait 1,8 litre dans le moteur en conséquence maxi sur la V85. Et en fait, il consommait de l'huile à gogo. Je fais, pourquoi tu roules en 10-40 ? La moto, elle prend 100 degrés, le moteur, il se dilate à mort. Il y a des poussoirs hydrauliques, il y a des tiges de culbuteur. En fait, mais de la 20-50, quoi. Voilà, 15-50 l'hiver, 20-50 l'été. Et il m'a dit, putain, franchement, la moto n'a jamais aussi bien fonctionné depuis que j'ai mis de la 20-50. Et ouais, vu comment ça chauffe, l'huile, elle a un pouvoir perte calorifique. Toi, l'ingénieur, là. Voilà. Bah, elle change de viscosité à la température. Hein. Mais surtout, elle a un pouvoir de transmission des calories. Oui.
Si elle est trop fluide, l'huile, elle transporte mal les calories. Donc si elle est épaisse et qu'elle est résistante dans le fluide, au niveau calorifique, ça chauffe quand même moins, quoi. Voilà, le transport des calories, elle va transporter plus de calories dans les radiateurs d'huile et tous les coins et recoins du moteur. Là, du coup, ça refroidit mieux. Voilà, on va jamais mettre, par exemple, de 10-40 ou de 10-50 dans un Sportster Harley Davidson 883 ou 1200. C'est un moteur équivalent, culbuté, à cylindrée égale, etc. C'est une aberration. On ferait pas ça. Et ben pour les Guzzi, c'est pareil, c'est une aberration. Mais pas de 10-40 ni de 10-50 dans ces putains de moteurs, même si c'est marqué dans le manuel. Voilà. Et pourquoi on le fait? À cause des normes. Parce qu'avec la 10-40, c'est vrai que ça force quand même moins. Mais ça s'use plus. Alors allez vous faire enculer avec vos huiles de merde. J'ai tellement pas confiance en moi, je l'ai revérifié 50 fois, tu vois. Non mais là, si c'est bloqué, tu risques rien. Ouais, bah j'ai resserré sans trop forcer non plus à m'en faire péter la veine du front. J'ai bloqué, je pense qu'il n'y a pas de risque. Ce que je veux pas, c'est fourrer le filetage parce que, tu vois, les KTM, les machins comme ça qui pètent, tu regardes les vis, elles pètent. Enfin bref, il y a du frein filet d'origine sur les vis du sabot. Ne mets aucun frein filet sur rien. Ouais, on est bien d'accord, mais c'est parce qu'il y en a dessus en fait. Et pour savoir si c'est lui qu'on a mis ou si c'est mis d'origine. Non, il n'y a pas de frein filet sur... c'est pas une KTM. Ouais, bah là j'ai du frein filet rouge dessus. Ah ouais, rouge, ah ouais, d'accord, du frein filet rouge, génial. Donc je vais l'enlever et puis je vais mettre de la graisse. Indesserrable. Bah, comment baiser une vis et un filetage en aluminium avec du frein filet rouge sur un sabot moteur, génial. Ouais, c'est un peu des dingueries, hein, c'est un peu des dingueries. Putain, mais c'est des fils de chiens, franchement. Ouais. Ça me dégoûte. Bah, moi après j'ai pas revu quand j'étais je discutais avec Emery quand il a fait le truc. Bon, j'ai vu faire la boîte de vitelle, j'ai vu faire la vidange, ça avait l'air d'être... Déjà il utilisait pas la péteuse donc bon. Viens, on y va, on le frappe le mécano là. On y va, on l'attend à la sortie du boulot, on lui pète la gueule. On fait une petite sortie. Enfin bref. Bon écoute, je vais nettoyer mon moteur, j'ai resserré mon petit machin, je vais vérifier mes niveaux, de toute façon il faut vérifier à chaud, donc j'irai faire un tour. Bref, mais d'accord. l'huile est neuve. Écoute, l'huile est neuve et maintenant elle est prête à rouler, il ne me reste plus qu'à la nettoyer, lui mettre un petit sticker Spepo autour et puis elle est pareille. Et puis rouler le 1er mai avec Peppo. Voilà. Ton frère il vient toujours? Ouais, bien sûr. La moto il la récupère où? C'est chez toi ou c'est vers chez lui? Elle est chez moi la Harley. Ok. T'as un client? Ouais. La Harley, tu sais à qui c'est? Non? La Harley que je lui ai vendue, elle appartient au père de Nicolas Dépressif qui élève des lapins que t'as acheté la Guzzi. Ah, sérieux? T'as placé toutes les motos de cette famille-là. J'ai placé toute cette famille de gens dépressifs et ils ont tous racheté des Royal Enfield insipides mais fiables. Insipide mais fiable, ouais. Mais écoute, bon il avait une MX5 lui, hein, donc il avait même pas trop envie de trop rouler je crois. Hein. Ouais, une MX5 c'est quand même pas ce qu'il y a de plus... C'est pas une 911 quoi. Bien d'accord, on est bien d'accord. C'est une moto d'assureur, une voiture d'assureur quoi. Vous êtes un vulgaire. Mais c'est vrai, j'adore être vulgaire, c'est ma passion. Ouais, ça a l'air d'être la passion de certains de ton public YouTube aussi. Ah, ils adorent sur YouTube quand je dis bit, 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 bit. Ça leur plaît. Ça leur plaît. Dans cette époque où tout est démocratisé, tout est propre, tout est lisse, tu dis bit, 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 bit. Ça leur plaît. Oh la bibite. Bon allez, je vais remonter ma merguez. Bon bah ce soir, j'espère que tu auras fini de serrer ton bouchon de vidange d'ici là. Ouais, j'espère. Allez, hein. Au revoir. Salut. Salut. Merci. De rien. Ils n'ont pas serré son bouchon de vidange chez Moto Guzzi. C'est moche. V85 9. Première révision, non mais sérieusement, putain, quand je dis que c'est fini en fait. T'es en concession quoi, ça doit être premium. Le mec il devait être là sur TikTok en train de regarder des vidéos de vieilles influenceuses en train de se faire savater. Et puis il oublie de tirer le bouchon de vidange, ce chien. Alors là, tu sais quoi, je serais chef d'atelier, un mec comme ça, mais... Cartouche. Je le prends, je le mets en congélateur, je te jure,
je te fais démissionner, Bref, voilà, comme je disais, donc avec mon collègue au téléphone, c'est marrant qu'il m'appelle comme ça, pour une révision de Moto Guzzi de merde. Pendant que t'as les mains dans une Guzzi. C'est vrai que sur les premiers services, sur les Guzz, les jeux aux soupapes ont tendance à augmenter. Donc sur les premières révisions, sur ces blocs-là, c'est important de faire, donc sur le premier service, un petit check-up du jeu aux soupapes, mais surtout, toutes les vidanges. Voilà, révision des 1000, Moto Guzzi, vidange de boîte, vidange de pont, vidange de moteur, filtre à huile, jeu aux soupapes. Une fois qu'il est ajusté, la moto elle reprend du peps et puis elle peut être rodée correctement. Mais sur les BM en 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, les R1100 qui arrivaient en concession, quand je bossais dans les concessions, on faisait tout. À 1000 bornes, c'était jeu aux soupapes, toutes les vidanges, toutes les purges. On passait 4 heures sur la bécane à la première révision, quoi. Mécanique à l'ancienne. Voilà, et maintenant, on a toujours des mécaniques à l'ancienne, mais plus personne qui veut le faire. Alors bon, ça peut pas fonctionner. Ouh là là, celui-là, il a pris de la liberté, celui-là, là. Il est large? Ouais. Tu vois, tu fais de la mécanique comme ça, t'as pas besoin d'aller voir un psychologue. C'est juste, c'est une mécanique responsable, honnête, généreuse. Voilà. Casse les couilles avec leurs 4 cylindres. T'es là à régler les soupapes et tout pour que le mec aille chercher le pain. Bah voilà. Là, tu fais ça comme ça au bord de la rue, là. Tu vas au parc promener chien, tu fais ton jeu aux soupapes. Voilà, c'est ça, Moto Guzzi, c'est ça. Ça fait plaisir. Simplicité, efficacité, promenade. Voilà, on met des joints neufs, même s'ils sont pas morts. Même s'ils coûtent cher. Ah oui, parce que le problème de ces marques italiennes, surtout groupe Piaggio, c'est le prix des pièces. Quand je vois qu'ils nous vendent ce petit joint de cache-culbuteur, bon, je sais plus combien ça coûte, mais trop cher, c'est rien, quoi. Après, c'est vrai, je me mets à leur place, ils sont là dans leur usine de Mandello à finir le vendredi à 13h. Faut quand même gagner un peu de thunes, quoi. Voilà. Ils vendent pas non plus des motos à tous les coins de rue. Bon, on va dire d'accord, on va dire que c'est d'accord. Voilà. Parti pris pour Moto Guzzi, parti pris absolu. Parti pris pour les vraies marques de moto, les vraies marques italiennes. Voilà. Moi, je vous aime, les Italiens. Venez me faire un mimi au garage, ça me fait toujours plaisir. Puis après, on boit un petit café, puis après, vous m'emmenez chez vous et je reviens pas en France. Voilà. Vous m'inviterez aux fêtes chrétiennes le dimanche, je mangerai tous les gâteaux. Retournez au Nokia 3310, retournez aux cuisines à gaz, retournez au feu de bois et au poêle, retournez aux 4L. Non, je rigole, je déteste les 4L. Elle devrait se limiter à 15% pour la Suisse et l'Union européenne. L'organisation demande une action politique de la part de la Confédération pour en être exempte. Abu Dhabi a d'ailleurs fermé un complexe gazier. Et c'est une conséquence de cette guerre et de la flambée des prix des carburants. Les ventes de véhicules électriques ont plus que triplé en Nouvelle-Zélande. Bon, alors dans ce moteur en fait de Moto Guzzi, il va que 2 litres. Hein.
Avec le filtre à huile, une fois le niveau de fait, vous êtes entre 1 litre 850 et 2 litres selon la position de la moto et la température. Moi, ça me dérange un peu parce que c'est vrai qu'on a une périodicité quand même à 10 000 km. Donc du coup, là, ça me paraît quand même des fois un peu tiré par les cheveux. Quand je vidange certaines Guzzi en 850 comme ça, selon l'usage, il se peut que l'huile soit vraiment très noire. On voit que ça travaille, etc. Ça dépend aussi de la qualité d'huile qui est utilisée. Ça dépend de pas mal de petits paramètres. Mais personnellement, étant donné l'architecture moteur, étant donné les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, si vous faites beaucoup de villes et que c'est un usage, on va dire, presque quotidien, voire assez régulier, je vous conseille quand même de faire une vidange à 5-6 000 km. Voilà, c'est pas pour le prix d'un filtre et de 2 litres d'huile que vous allez pleurer bobonne après, quoi. Il y a une petite chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention si vous avez ce genre de moto. Ça, c'est exactement le même système qu'on trouvait sur les BMW GS jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et la grande différence, c'est qu'avec les BM, en fait, là, sur les petits joints de liaison des biellettes, on a aujourd'hui des petits soufflets en caoutchouc. Et avant, on avait des feutrines. Alors bon, ça génère plus d'usure. Je vous conseille vivement de démonter toutes ces biellettes. Il y en a deux, une là et une à l'intérieur du bras oscillant. Donc si vous démontez ces biellettes que vous les réglez, vous n'aurez pas une Moto Guzzi dans, disons, 7 à 8 ans où il faudra parcourir 1 km entre deux changements de rapport vis-à-vis de la distance que va faire votre pied pour changer de vitesse. Et ouais, évidemment, c'est ce que je disais, c'est sec comme un coup de trick. Il n'y a pas un pétole de graisse dedans. Voilà, c'est quand même pas compliqué de graisser une pauvre biellette, quoi. Le petit clips. Voilà. Tu vois, un petit détail, si tu as une moto comme ça, une moto Guzzi, tu veux savoir si ta révision a été faite consciencieusement, si le mec il est allé un peu dans les détails. Tu regardes simplement ce petit bouchon là de récupérateur d'huile de reniflard, hop, on le démonte. Bon là je viens de le nettoyer. En général, ça c'est bien plein d'huile à l'intérieur. Si la personne a fait sa révision consciencieusement, le professionnel, en général ça c'est vidé, c'est nettoyé, il n'y a pas de débat. Tu récupères ta moto et que c'est plein d'huile, tu sais qu'en fait le mec il t'a fait une vidange, un changement de bougie et basta, démerde-toi avec le reste. Petit indicateur qui peut valoir son pesant d'or cependant pour coller des baffes si ça va pas. Pour moi, le seul problème de ces Moto Guzzi, c'est particulièrement tout ce qui touche les nouveaux accastillages qu'ils ont montés sur ces trucs-là. Freinage, commande de mètre cylindre, etc. C'est pareil sur les Indian, ça doit être le même fournisseur. C'est tout du chinois, voilà. Chinois pour les pinces de frein, chinois pour les mètres cylindres. C'est vrai qu'à l'époque, t'achetais une Guzzi, bah, c'était full Brembo, quoi. Voilà, donc elle était ce qu'elle était, mais c'était full Brembo partout. Et c'est vrai que vu le prix auquel sont proposées ces bécanes, il y a quand même des fois des propositions sous les 10 000 € pour ce genre de machine chez Moto Guzzi, en particulier pour les bobbers à l'époque. Ça justifie un peu la baisse de tarif, mais je pense que le niveau de qualité aurait quand même été certainement améliorable. Après, c'est vrai que c'est des motos qui roulent peu, donc bon. Ça reste facile à entretenir, hein. Vous voyez, on a passé 2 heures, 2 heures et demie pour tout checker. Franchement, rien de plus simple, ça fait plaisir de pouvoir bosser sur des motos comme ça. Et tu sors de là, tu as l'impression d'avoir vraiment fait avancer la moto sur les petits réglages, les petites particularités, voilà. Bon, un dernier point, si vous avez des motos Guzzi, faites gaffe au nettoyage. Comme je dis souvent aux clients qui ont des motos Guzzi,
Ça se nettoie comme un vieux fusil. N'hésitez pas à démonter, à les graisser, à les astiquer un petit peu, les parties non traitées. Ça reste des motos qui ont quand même un petit peu des manquements au niveau des traitements, des protections, des métaux, etc. Un peu comme les BM des années 2005, quoi. Moto charmante, hein, rien à dire de plus. Un peu de vécu la machine. Ouais, c'est le Ténéré 3AJ. Bon, bah, il appartient à un client, il le vend. On a fait un redémarrage partiel, il est plutôt propre. Voilà, une moto qui va être à vendre. Moi, j'aime pas trop le Ténéré 3AJ. Je préfère le toute première génération 83, 84. Voilà. Le 34L, le Ténéré des hommes. Celui-là, bon, c'est déjà un plus un Ténéré de Starlet, quoi. C'était déjà. C'est pas la même, quoi. Voilà, bon, bah. Petit redémarrage, petit changement de pneus. Et aujourd'hui, j'ai turbiné. J'ai sorti quasiment 5 motos. Il faut que j'en fasse encore une après ça. Et je pense que j'aurais bien avancé dans ma journée. J'ai eu des nouvelles de mon comptable. Oh là là. Il m'a dit, mon comptable. Je me rappelle même plus ce qu'il m'a dit. Ah ouais, il m'a dit que mon contrôleur était pas très conciliant. Pas du tout, même. Voilà. Qui s'intéressait pas à l'entreprise actuelle dans sa forme, mais à la micro-entreprise juste avant. Et qu'il allait sérieusement la redresser. Oh putain. J'étais plutôt pas mal aujourd'hui, il faisait beau là. Lui, il va me coller au basque pendant un moment, mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis déter. Malheureusement, dans la vie, tout acte a des conséquences, même pour un contrôleur fiscal. Et si vous voyez cette vidéo, monsieur le contrôleur fiscal, je vous incite à noter cette phrase. Dans la vie, tout acte a des conséquences. Ça peut passer par le karma, ça peut passer dans la vie quotidienne, dans tout un tas de choses. Si quelqu'un m'enlève de mon garage, si quelqu'un porte atteinte de mon garage que j'ai fait brique après brique, préfabriqué après préfabriqué, tôle après tôle, donc le bâtiment n'est pas à moi, il y a mon propriétaire à qui je donne 2000 € par mois. Mais voilà, au départ, il n'y avait rien. On a créé une clientèle, on fait tourner des restaurants, on fait tourner des hôtels. Les gens traversent la France pour venir me voir, pour venir voir Peppo. Parce qu'on est sympa avec les gens, voilà. Alors, il va regarder mes comptes en banque perso et il va voir qu'il n'y a pas un copec dessus, mais il y a moins que ça, même, il y a moins que ça. Voilà. Il va se demander, mais c'est pas possible, il doit avoir des comptes offshore. Alors, ils vont chercher, ils vont rien trouver. Puis, comme ils vont rien trouver, ils vont se venger sur ma pomme. En m'appliquant un redressement de plus 38% par rapport à la surcote N2 de l'année -7 de l'exercice fiscal plus de mes 3 mes couilles en ski. Voilà, allez tous vous faire enculer les gens qui bossaient dans les services publics fiscaux. Vous êtes bons à quoi, à part faire chier les gens. Voilà, et puis en plus j'ai perdu 7 points en 10 jours la dernière fois. Voilà, 7 points à cause de rien, alors que j'avais mes 12 points pendant quasiment 10 piges. Ils veulent du fric. Les gars, vous êtes des Français, vous savez pourquoi vous vous rebellez pas? Parce que vous avez tous un crédit au cul. Vous avez tous une LOA, vous avez tous un abonnement Netflix. Et vos parents, vos grands-parents en 68, ils étaient dans la rue parce qu'ils étaient libres. Il n'y avait personne qui avait des crédits. Voilà, ils étaient dans la rue, ils n'avaient pas peur de jeter des moellons et des pavasses sur ces fils de pute gouvernementaux qui sont toujours là à nous faire chier, et encore pire que d'habitude. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de fil à la patte. Et ben voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui personne ne se rebelle. C'est parce que tout le monde a un truc à payer, soit à la banque, soit à l'État. Et bientôt, je vais être comme ça. Moi aussi, je vais être comme ça bientôt. Mais sauf que moi, j'en ai rien à branler, qu'ils aillent tous se faire foutre. Motodome, mon copain, c'est un motodome. Le cap de compteur sur un XT, c'est comme mon contrôleur fiscal. On ne sait pas par quel trou il faut le rentrer. Alors la grande question, bon celui-là il n'a pas de kilomètres, mais on va voir un peu la gueule de l'huile de boîte.
Bon, ça va, mais bon. L'huile, là, elle a que... Enfin, elle a moins de 8000 km, quoi. Elle a pas 8000 bornes, voilà. Donc, bouchon qui commence à avoir de la limaille. Oh, pas bien. Mais ça, sur le Sporter, c'est normal. Sauf que plus tu avances dans le temps, plus ça barbote là-dedans, chaîne primaire, limaille, etc. Ça serait pas grave si on avait encore l'ancien format, qu'on pouvait avoir cette boîte à cassette extractible. C'était tellement génial, franchement. Mais là, en fait, pour un problème de fourchette ou d'usure prématurée, des putains de roulements en plastique de la race de mort qui sont là-dedans, là, des roulements en cage en plastique, voilà. En fait, faut tout ouvrir, tout. Donc quand tu remontes, c'est tous les joints neufs, tu mets une pompe à huile neuve histoire d'être sur ton coup. Forcément tous les roulements neufs. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça par économie? Parce que c'est pareil sur les Buell, après les Buell récentes. Est-ce qu'ils ont fait ça par économie ou est-ce qu'ils ont fait ça pour obliger à ce qu'on refasse tout à chaque fois? Putain, chier. D'ailleurs, je vais raconter une histoire. Dans Garage Story, je vais raconter même 2 histoires. Dans pas très longtemps. L'histoire d'une espèce de conne qui a voulu me rouler parce qu'elle avait dépassé son échéance de révision de plusieurs milliers de kilomètres. Et ça a provoqué une défaillance dans son moteur. Cette connasse, elle roulait sans huile. Elle m'a traîné en justice et ça s'est fini chez Harley Davidson, concessionnaire devant expert. Ils ont voulu me rouler, ça je vais en parler bientôt. Je vais pas donner de nom, mais je vais en parler parce que j'ai encore les boules là-dessus. Ils ont voulu me rouler en dissimulant les causes de la panne. Sauf que ils savaient pas que Peppo c'était un expert Harley Davidson. Et que Peppo, il a dit à l'expert, attendez, c'est le seul truc que vous n'avez pas démonté, c'est celui-là. Je vous en parlerai dans Garage Story bientôt. Et finalement, j'avais raison. Depuis le départ, je me suis fait rouler dans la farine. J'ai fait 250 km pour aller au concessionnaire, me faire traîner dans la boue par cette espèce de pétasse. Voilà, des clientes qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Tu les as rangées toute leur vie, au final, elles te chient sur la gueule. Donc, je vais parler de cette histoire bientôt, ouais. Chaque révision, chaque 8000, je fais toutes les vidanges. Primaire, boîte, moteur. Parce que normalement, on préconise la vidange du primaire une fois sur 2. Mais en fait, c'est complètement con de laisser le primaire barboter pendant 16 000 km dans 1 litre d'huile avec la boîte, la chaîne, l'alternateur, la sélection et l'embrayage. C'est souvent à cause de ça. Il y a un disque dans l'embrayage, un disque qui sert en fait à amortir quand on embraye un peu brutalement. C'est souvent à cause de ça que ce disque casse. Parce qu'à force de défaut de lubrification et de conduite un peu brutale, ce disque il pète. C'est pour ça qu'on se retrouve sans embrayage. Donc systématiquement, Sportster, tous les 8000, réglage de tension, réglage de butée, réglage d'embrayage, vidange du primaire, on fait le tour, check-up cirage général. Voilà, c'est pas une moto compliquée à réviser. Bon, il a une boîte de vitesse de merde, on peut pas tout avoir. Mais voilà, vous avez qu'à vous acheter des Sportster d'hommes. D'ailleurs, vous remarquez que les Sportster, ancienne génération sur le bon coin, là, les prix, c'est en train de... Là, la génération, c'est quoi la génération qui est aujourd'hui, là? Alpha, voilà. Bien sûr, Alpha, là, ceux qui arrivent, là. Z. Non, Z, c'est avant, Alpha. Ah bon, je ne sais pas. Là, c'est Alpha, il y en a un qui a dit ça dans les commentaires. J'ai noté. Génération Z, c'est avant Génération Alpha. Imagine la Génération Alpha sur un Sportster de 2000. Oh, je paierais cher pour voir ça. Franchement. Mais ça me ferait plaisir. Voilà les jeunes. Si vous êtes jeune, que vous roulez en permis à 2, vous ne pourrez sûrement pas conduire un Sportster de cette génération-là. Ils sont pas bridés. Puis ils ont trop de caractère. Mais quand vous aurez passé votre passerelle, si vous voulez pécho, prenez un vrai Sportster. Avant 2002. Un qui met des grosses boîtes dans la gueule comme ça. Tiens, voilà. Après, on va parler des oignons qui sont dans l'atelier. Mes cauchemars. On va parler de mes cauchemars.
À chaque fois j'oublie que c'est un 1200 le truc. Accélère, ça se colle les yeux au fond de l'ordi. Ça marche, hein. Belle machine. Ça marche. On va parler des dossiers de merde. Histoire de bien finir la journée, de se remémorer les gros dossiers bien bouseux, bien merdiques. Dans tous les garages, je connais pas un garage où il n'y a pas un dossier de merde, voire 2, voire 3, voire 4. Moi en ce moment j'en ai, je dirais au moins 4 ou 5. Ouais, des dossiers où tu sais plus quoi faire quoi. Bon, t'essayes de te ressaisir à chaque fois. Alors là, moto qui arrive donc sur cette génération de 690 SMCR, problème de boîtier de papillon. Boîtier de papillon qui n'est plus disponible. On commande le boîtier, on le change. Boîtier motorisé, double motorisation sur le boîtier. Sans commentaire quoi, c'est une KTM, voilà. Je change le boîtier, le mec fait 15 bornes. Il revient avec un code panne. Et ça doit faire 2 ans que je cherche la panne, ou 1 an, je ne me rappelle plus. Donc déjà, on avait une cassure quelque part dans le faisceau. La cassure dans le faisceau, c'est transformé en 2 cassures dans le faisceau et 3 cassures dans le faisceau. Voilà, j'ai dû dépouiller tout le faisceau, chercher fil par fil. Tout ça, j'ai pris la moto en charge, donc en fait, je dois la réparer quoi. Je l'ai réparé une fois, il y a une obligation de résultat, légalement, on est baisé, il faut que je trouve la solution. Donc voilà. Après, il y avait une incohérence, parce qu'il y a 2 boîtiers d'injection sur cette moto. Il y avait une incohérence entre les 2 boîtiers, entre le capteur TPS et le câblage du capteur TPS. 2 câbles dessertis dans la cosse du capteur DPS, mais à peine, genre moins d'1 millimètre, qui faisait à peine le contact. Va trouver cette panne sans outil de diagnostic spécifique, avec mon métrique de 1932. C'est avec ça que j'ai trouvé toutes ces pannes, parce qu'avec le nouveau, j'y arrivais pas. Moi, je suis à l'ancienne, outil à l'ancienne. Voilà. Là maintenant, elle tourne. Elle est toujours à côté de moi pour pas que je l'oublie. Et pour que à chaque fois que j'ai un peu de temps, je me penche un peu dessus, je regarde. Du coup, là elle tourne. Après, à force de faire des essais, donc le mec évidemment il roule en chicane libre, rien à foutre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit défaut de compression. C'était pas prévu au programme. Jeu aux soupapes, soupape complètement bridée. Paf, je refais le jeu aux soupapes. Ensuite, problème de résistance dans le câble de tension d'allumage. Paf, change le câble de tension. Donc à chaque fois, ça va un peu mieux en fait. Mais maintenant, le gros souci que j'ai, c'est que il faut que je reboote complètement les boîtiers. Donc j'ai tout téléchargé à tous les logiciels possibles et imaginables. J'ai tout essayé. J'ai pas mal de prises, j'ai pas mal de modules d'accès. Mais en fait, on n'a pas les bonnes cartos. On n'a pas les bons softs. On n'a pas les bons firmware dans les boîtiers. Du coup, il va falloir que j'aille chez KTM pour qu'ils me la remettent à jour, qu'ils me la remettent à 0, parce qu'en fait, à force de remonter les données, je me suis aperçu que les firmware de cette putain de bécane de merde n'avaient jamais été mis à jour et que je travaillais sur une base de firmware défectueux. Voilà. Je suis censé être mécanicien, pas réparateur de lave-linge. Deuxième dossier de merde, histoire de bien finir la journée. Fabrice, c'est la moto à Fabrice. Fabrice, je suis la moto depuis tout le temps. Depuis tout le temps, je connais Fabrice. Fabrice, on s'est connu chez Harley. On s'est connu, il avait un Sportster, il avait un 883 qui grimpait pas les côtes. Du coup, personne ne lui réglait, donc moi chez Harley, je lui ai réglé. Et après, il a acheté le Fat Bob. Il nous a cassé les couilles, Fabrice, pour la peinture de son Fat Bob. Je bossais avec un collègue carrossier à l'époque. Quand on voyait arriver Fabrice et sa femme, elle avait une Fiat 500. On se dit, oh putain, voilà les 2 casse-couilles. Et finalement, ils ont fini par vieillir. C'est Fabrice, mec hyper carré, et terriblement réglo. Je sais pas s'il a dit putain une fois dans sa vie. Et sa femme, attention, sicilienne, spécialiste en cannellonie. Mais elle casse quelque chose sous le plumard, j'aimerais pas savoir ce que c'est. Soit c'est pour Fabrice,
soit c'est pour tirer de la grosse 22 long rive dans la tronche de ceux qui veulent approcher de la maison. Bref, Fabrice, il a vieilli, comme tout le monde, et il est devenu beaucoup moins chiant. C'est Mais bien. il avait ce Fat Bob. Alors putain, un jour Fabrice, il laisse son Fat Bob moisir pendant 15 jours ou 3 semaines, je sais pas où, dans un endroit du sud. À partir de là, cette moto n'a jamais fonctionné normalement. Jamais. Je l'ai récupérée. Elle avait un problème, donc elle est allée chez Harley. Ils lui ont changé tout et n'importe quoi. Mais vraiment en très peu de temps. Alors, connaissant très bien le système de diagnostic de chez Harley, pour trouver un problème sur un multiplexage, il faut ce qu'on appelle une breaker box, il ne faut pas un ordinateur, il faut suivre des réseaux de données très précis avec des analyses très précises et des procédures. Ce que chez Harley, quasiment personne ne fait jamais. Et la moto a un problème d'instabilité de ralenti. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai la moto là. Je m'en occupe très régulièrement, j'essaye, etc. Déjà, j'ai commencé par changer tous les fusibles. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables. En fait, tu roules, la moto elle te sort des codes panne aléatoires, mais que quand tu roules, avec un ralenti qui varie. Alors, première chose à laquelle j'ai pensé, capteur à coupure de champ sur la boîte pour enregistrer la vitesse. Ça, c'est vraiment une panne typique qui ressemblait à ça. C'était pas ça, paf. Ensuite, j'ai regardé capteur map, capteur TPS, évidemment tout le faisceau sur les injecteurs, tout le faisceau sur le boîtier, sur l'ECM. La moto continue de faire ça. Voilà. Alors finalement, j'ai trouvé 5 fils cassés, mais à moitié cassés, donc histoire de vraiment casser les noix jusqu'au bout. 5 fils à moitié pétés entre le corps d'injection classique et le gainage qui descend à l'ECM, donc l'ordinateur de la moto. Déjà, ça va beaucoup mieux. La moto déconne uniquement s'il fait 20 degrés et plus. Mais en dessous de 20 degrés, elle ne déconne pas. Donc ça, avant, c'était tout le temps. Maintenant, on commence à isoler le problème. Voilà. Clairement, avec Fabrice, en fait, là, il me reste un truc à faire. J'ai pas encore eu le temps de le mettre en œuvre. Je vais carrément changer le connecteur du capteur MAP, donc le capteur de pression de Manifold Air Pressure. Voilà, le capteur de pression d'admission, qui est souvent une cause de problème de variation de ralenti. Je vais changer ça. Et avec Fabrice, je lui ai mis l'idée satanique dans la tête déjà, qu'il aille dire au contrôleur technique qu'il aille se faire enculer. Voilà. Parce que potentiellement, on reviendrait à mes anciennes méthodes, c'est-à-dire lui mettre un carbu. Voilà. Arracher la gueule de l'injection, tout enlever la pompe à essence, comme je faisais à la bonne époque, mettre un robinet d'essence sur le Fat Bob et mettre un carburateur. Alors là, Fabrice, je sais qu'il est déjà en train de parler à sa femme pour prévoir l'éventualité qui serait un contrevenant aux yeux de la loi, ce que sa femme déteste. Voilà, Fabrice, il faut qu'il soit les chaussures à 2 cm du lit, les chaussettes pliées aux 4 coins et il doit rester 5 cm en haut. Et quand il rentre à la maison, Fabrice, madame a installé un dispositif de lavage, un Karcher. Voilà, il faut qu'il se lave avant de rentrer dans la maison de poupée. Bon, ceci dit, j'espère que madame Fabrice me fera un plat de cannelloni un jour, s'ils arrivent à réparer cette chignole. Tout ça, c'est pour ma pomme, en fait. Voilà. Qui recherche les pannes comme ça? Bah, en fait, pourquoi les motos moitisent dans les ateliers? C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, bah, c'est pour notre pomme, ces recherches de pannes. On est coincé. On a commencé à bosser sur les motos. On a commencé à facturer 2-3 trucs de recherche de panne. Après, c'est mort. Il faut la réparer. C'est la loi. On est obligé, quoi. Voilà. Ça fait partie de 2 dossiers moisis qui m'occupent beaucoup de temps en ce moment. Bref. Ça, c'est un dossier moisi que j'ai régularisé. Laquelle? Ducati. Celle-là, elle avait un problème de faisceau. Hein. Elle avait un problème de faisceau dans le capteur TPS. Capteur TPS, il avait un tout petit fil légèrement cassé sur l'alimentation. Je l'ai trouvé facilement. Il m'a fallu un peu moins d'une journée.
En fait, tous les dossiers moisis sont électriques. Ouais, il faut savoir que la plupart des problèmes qui causent la moisissure sur les motos, c'est des problèmes électriques. Le reste, ça n'arrive quasiment jamais. On arrive à déceler très rapidement la cause des problèmes, quoi. Mais là, sachez que les motos, passées 10 piges, elles sont dans une phase de risque énorme au niveau électrique. C'est pour ça que personnellement, je roule en 900 diversion, qui a trouvé le moyen aussi de me casser les pieds l'an dernier à cause d'un protecteur sur le circuit dans la bulle avant. Je me suis demandé ce que c'était que ce truc pendant des années. Il m'a fait tomber en panne. Je l'ai coupé, je l'ai chanté. Basta. Voilà, si c'était ça la vérité. Votez EELLV, enfin Marine Tondelier. Marine Tondelier, j'aurais tellement aimé avoir comme voisine il y a 10 ans la petite bobonne là qui sort sur le palier de la porte. Bonjour, comment ça va vous ce soir? Je suis allé acheter bio, quelques carottes et quelques cracottes. Vous voulez les partager avec moi avec un kombucha? C'est comme ça qu'ils disent un kombucha. Ouais, c'est ça. Oh, Marine Tondelier. Eh, voilà, regarde. Vous voulez pas de problème, c'est ça qu'il faut faire. J'adore le film Le Vélo avec Benoît Poelvoorde. La petite musique et tout, les Belges. Oh là là. Les Belges, je vous adore. Mon père est né à Liège. C'est peut-être pour ça que ça retourne par an dans ma tête. Père belge, mère suisse. Le mélange improbable. Allez, je me casse. Si vous avez la force, dans la vie, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir qui vous êtes, là où vous voulez aller, ce que vous avez envie d'être. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas choisir, que vous ne décidez pas. C'est le coup du sort. Et le coup du sort, lui, décide de là où ça se finira. Et du signal qu'il faudra prendre en compte dans votre existence pour peut-être recommencer quelque chose ou le terminer. Tout acte a des conséquences.